Nous étions ensemble depuis presque 6 ans. On parlait mariage, on regardait des bagues, on rêvait d'une famille. Et puis j'ai découvert qu'il couchait avec ma meilleure amie, alors qu'on vivait sous le même toit. Elle lui offrait des services spéciaux après m'avoir raccompagné chez moi, et tout ça dans mon dos. Je croyais que rien ne pouvait être pire. Donc moi, femme de 24 ans, et mon ex-petit ami, homme de 25 ans, étions ensemble depuis presque 6 ans. Après que j'ai eu mon diplôme universitaire, nous avons emménagé ensemble dans un appartement et avons vécu ensemble pendant près de 3 ans. Cet été, nous avons parlé plusieurs fois de mariage, regardé des bagues de manière décontractée, parlé de fonder une famille là où nous vivions et en gros de tout notre avenir ensemble. Le mois dernier, j'ai découvert 13 minutes de messages entre lui et une fille, femme de 35 ans, avec qui j'étais sorti boire 2 fois, dans lesquels il disait que son meilleur ami et la copine de ce dernier lui prêtaient un endroit pour traîner avec elle. Il disait aussi qu'ils s'aimaient beaucoup, qu'ils étaient sérieux l'un envers l'autre et qu'elle comprenait sa situation, c'est-à-dire moi. Le lendemain, on discutait et il a rompu avec moi en disant qu'il avait tout donné à cette relation, mais que ça ne marchait plus pour lui parce que je n'étais plus la fille fun d'avant, que j'avais changé, autrement dit, j'ai mûri, je suis devenu prof, j'ai des responsabilités et je le tenais responsable de ses excès d'alcool. 2 semaines plus tard, je vivais chez ma meilleure amie, 24 ans, que je connais depuis 12 ans, avec sa famille. Une autre amie m'a proposé de dîner ensemble. Au dîner, elle m'a dit que mon ex et ma meilleure amie, chez qui je vivais à ce moment-là, avaient secrètement couché ensemble après la ligue de bowling et qu'elle lui faisait des faveurs quand il était notre chauffeur désigné, tant qu'il me ramenait chez moi d'abord. On l'a appris parce que le meilleur ami de mon ex a tout raconté à sa copine, qui l'a ensuite dit à mon amie, et elle a décidé que je devais le savoir. J'ai décidé de les confronter tous les deux en personne. Évidemment, elle a tout nié, mais lui a admis qu'ils s'étaient embrassés droit dans les yeux, et quand je suis parti, il m'a envoyé un message pour me dire que tout était vrai, probablement parce qu'il ne supportait pas de me regarder dans les yeux en sachant que je connaissais la vérité. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Comment ces gens peuvent-ils littéralement ruiner ma vie et continuer la leur comme si de rien n'était ? J'ai dû trouver un nouvel endroit où vivre, encore une fois, et c'est moi qui dois supporter ce vide dans mon cœur, car malgré tout ce qu'il m'a fait, je ressens encore des sentiments pour lui. Mais en même temps, j'ai la nausée rien qu'à l'idée d'aller raconter toute cette histoire à son mari et à sa famille. Je ne veux pas porter ce fardeau, j'aimerais juste que tout soit terminé pour pouvoir commencer à guérir. C'est tellement lourd à gérer et une part de moi veut juste se laver les mains de tout ça et laisser le karma faire son travail, mais une autre part de moi a envie de tout révéler, à son mari notamment, de dire la vérité au grand jour et de les voir enfin payés d'une manière ou d'une autre pour ce qu'ils ont fait. Des conseils ? Elle portait encore le collier que je lui avais offert pendant qu'elle couchait avec lui. Je croyais que c'était la femme de ma vie. On parlait de projets, d'avenir, de construire quelque chose de solide. En 5 jours, j'ai tout perdu, ma voiture, ma copine, mon toit et mon équilibre mental. Mais le pire, elle a trahi mon amour, avec l'homme qui a détruit ma vie. Mon ex et moi sommes sortis pour un rendez-vous vendredi soir. Quand on est revenu à ma voiture, tout l'avant avait été complètement défoncé.
Ils disent qu'il y a de fortes chances qu'elle soit déclarée comme perte totale. Une putain de voiture à plus de 30 000 $ pour laquelle j'ai bossé comme un chien pendant des années. Le fait qu'elle soit détruite, c'est comme si on m'avait arraché mon gagne-pain. Je ne peux pas bosser sans cette voiture. Je suis apprenti électricien en première année, donc je ne gagne quasiment rien. Et 2 jours plus tard, elle me trompe avec le mec qui a fait ça à ma voiture, apparemment pour se venger de moi. Et ce n'est même pas elle qui me l'a dit. C'est lui qui m'a envoyé des captures d'écran de leurs messages où ils planifiaient de se voir, se draguaient, se chauffaient. Dans ces messages, elle avait même pris une capture d'écran des textos que je lui avais envoyés. Je la spammais pour savoir si elle allait bien, où elle était parce qu'elle m'ignorait pendant des heures, et elle les lui a envoyés pour se foutre de ma gueule. Ensuite, elle m'a écrit un message de rupture après avoir couché avec lui, alors qu'elle était encore avec lui. Le lendemain, quand je suis allé récupérer mes affaires, elle pleurait, criait, comme si c'était moi le salaud dans l'histoire. Et pour couronner le tout, elle avait encore le collier en forme de cœur que je lui avais offert pour son anniversaire, quand elle est allée le tromper avec ce type. Quelques jours plus tard, je suis quasiment sûr qu'elle a envoyé des gars pour me tabasser. J'étais dans une voiture de près et elle était la seule à savoir à quoi elle ressemblait. 6 à 8 types se sont pointés quand j'étais dehors en train de discuter avec quelqu'un à côté de la voiture. Heureusement, j'ai réussi à m'échapper. J'ai vécu avec elle. Maintenant, je dors sur des canapés, je supplie des potes de m'héberger parce que chez moi, c'est loin d'être le top. J'ai de la chance d'avoir pu emprunter une voiture, mais s'ils défoncent celle-là aussi, je suis foutu. J'ai tout perdu en 5 jours. Tout ce qui comptait pour moi. Je n'ai même pas cherché à me venger, ni contre elle, ni contre eux. Et encore, je ne raconte pas tout. Ces types me harcèlent, ils se vantent d'avoir volé ma copine, ils balancent des saloperies. Elle était la seule chose qui me maintenait à flot. Et maintenant, elle est partie, et tout le reste s'est effondré. Je n'ai plus d'argent parce que j'ai tout donné pour elle. Je voulais l'aider, la soutenir, l'encourager à trouver un taf, l'emmener vivre dans le Queensland. Je n'ai jamais ressenti une connexion pareille avec qui que ce soit dans ma vie, et maintenant je suis détruit. J'ai perdu 2 ans de ma vie. Je n'arrive pas à encaisser. Je me sens vide, comme s'il n'y avait plus aucun espoir pour moi. Je suis rentré chez moi plus tôt que prévu après une urgence sur mon navire militaire, et ce que j'ai découvert ce soir-là a détruit ma vie. Ma femme hurlait de plaisir dans notre lit conjugal pendant qu'un inconnu la prenait sauvagement, et mes enfants dormaient chez leur grand-mère pour qu'elle puisse s'envoyer en l'air tranquillement. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé, et ce que j'ai fait ensuite a changé le cours de ma vie pour toujours. Je n'ai jamais mis ça par écrit auparavant, et je n'en ai parlé qu'à quelques personnes. Les conséquences ont été terribles, et cela a détruit ma carrière. J'étais plongeur dans la marine au début des années 90. Oui, c'est une de ces histoires. Et j'étais marié à, appelons-la Sharon, depuis environ 8 ans à l'époque. On avait 2 enfants que j'adorais littéralement. Comme tous les couples mariés, on avait des problèmes et je me doutais qu'elle m'avait trompé. Mais elle était très maligne et je n'avais aucune preuve. Pour faire court, on vivait à flanc de montagne avec vue sur la base navale et notre navire devait remonter la côte jusqu'à une autre base après être resté en révision pendant plusieurs mois. On a quitté le port vers 10 heures du matin et on a effectué quelques manœuvres dans la baie pour tester nos systèmes
avant de mettre le cap vers l'autre base. Vers 18 heures, nous avons subi une panne catastrophique de gouvernail. On a dû faire demi-tour en utilisant le système de direction d'urgence et un remorqueur a été envoyé pour nous ramener. On a finalement accosté vers 20h30. Le capitaine nous a laissé le choix, rester à bord ou rentrer chez nous. Un pote qui habitait à quelques rues de chez moi m'a proposé de me ramener, car j'étais venu à pied le matin. Il m'a déposé au début de ma rue et j'ai continué à pied. En arrivant devant chez moi, je vois une voiture étrangère garée sur mon gazon. La maison était quasiment dans le noir, mais en levant les yeux vers la fenêtre de notre chambre, je distingue un peu de lumière filtrant à travers le rideau. Je sais que c'est la lampe de chevet rouge avec le foulard qu'elle utilisait pour créer une ambiance quand on faisait l'amour. Là, les signaux d'alarme se sont allumés dans ma tête. J'ouvre la porte et j'entends immédiatement. Elle gémissait fort pendant le sexe. J'ai saisi le premier objet apporté, la batte de cricket de mon fils, et c'est la seule raison pour laquelle ce type est encore en vie aujourd'hui. Si ça avait été une batte d'adulte, il serait mort. Je suis entré dans la chambre et là je l'ai vu, à quatre pattes, se faisant prendre violemment par un inconnu. Je l'ai frappé à la tête avec la batte, l'ai attrapé par les cheveux et traîné dans le couloir jusqu'à dehors où j'ai commencé à le tabasser. Les voisins ont fini par sortir et m'ont arraché à lui, mais à ce moment-là, il était déjà sérieusement amoché. Je ne vais pas mentir, j'ai vraiment essayé de le battre à mort. J'ai été arrêté par la police militaire et emmené. Et d'ailleurs, ils ont été formidables. Ils ne m'ont pas mis en cellule, ils m'ont bien traité car ils comprenaient la situation. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ex a été emmené chez sa mère, qui gardait les enfants pour qu'elle puisse aller se faire saillir par son donneur de sperme. Le lendemain matin, je suis passé devant un juge, puis on m'a renvoyé chez moi. Mais j'ai été inculpé par la police civile pour tentative de meurtre et autres charges. J'ai été condamné à 5 ans de prison avec sursis pendant 3 ans. J'ai dû lui verser environ 5 000 dans ma monnaie, prélevés directement sur mon salaire. J'étais censé payer ses frais médicaux, ce que je n'ai jamais fait parce que qu'il aille se faire foutre. Ils lui ont recousu l'oreille et une partie du cuir chevelu, mais le pire, c'était la compagnie d'assurance de sa voiture. Quand je suis retourné chez moi le lendemain, ça ressemblait à un champ de bataille. Du sang partout, des vitres brisées, etc. Sa voiture était encore là. J'ai trouvé ses clés et son portefeuille. J'ai pris tout son fric parce qu'il aille se faire foutre et j'ai conduit sa voiture dans une zone montagneuse et je l'ai poussé en bas de la pente. J'ai lutté pendant des années contre sa compagnie d'assurance, mais au final, je ne leur ai pas donné un seul foutu centime. Il s'est passé encore beaucoup de choses. J'aimerais pouvoir dire qu'on a tous vécu heureux pour toujours, mais ce n'est pas le cas. On s'est séparés pendant environ 3 mois, puis les travailleurs sociaux de la marine sont intervenus et m'ont mis la pression pour que je lui donne une seconde chance. Mais c'était voué à l'échec, car non seulement je ne lui faisais plus confiance, mais en plus je ne supportais même plus sa présence. Je l'ai supporté pendant encore 2 ans, puis j'ai divorcé. Au fil des années, j'ai recollé les morceaux de ce qu'elle avait fait pendant notre mariage. C'est une histoire moche, sordide, qui mériterait à elle seule un thread complet sur Reddit. Aujourd'hui, j'ai une relation incroyable avec mes 2 enfants issus de ce mariage. Mais pendant longtemps, leur mère les a montés contre moi.
quand ma fille avait environ 17 ans. Elle m'a demandé de tout lui raconter, les bons comme les mauvais côtés. Et une fois que tout a été dit, notre relation s'est épanouie, au point qu'on est très proches aujourd'hui. Mon fils était très jeune à l'époque et ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, car je l'ai beaucoup protégé. Mais malheureusement, avec les années, ils ont tous les deux fini par découvrir la vraie nature de leur mère. Aujourd'hui, ils sont tous les deux sans contact avec elle. Il n'y a rien de plus douloureux que de regarder la personne que vous aimez se transformer en étrangère sous vos yeux. Tromperie, alcool, mensonge, et ce sentiment déchirant que tout ce que vous avez construit ensemble n'était qu'un château de cartes prêt à s'effondrer au moindre souffle de vérité. Laissez-moi commencer par dire que ma femme, 49 ans, est ma meilleure amie et que je l'aime. Mais ce qu'elle a fait me fait sentir que je ne suis plus amoureux d'elle. C'est une longue histoire, désolé, je n'en ai parlé à personne à part quelques détails confiés à mes parents. Ma femme porte en elle beaucoup de traumatismes non résolus. Elle a été victime d'un viol collectif à 12 ans. Elle lutte contre la dépression et est une alcoolique assumée. C'est une dépendance qui touche sa famille et cela s'est intensifié ces dernières années. Elle veut arrêter de boire, mais elle n'y est pas encore parvenue. Elle est très douée pour le cacher à la plupart des gens, mais elle a des signes et moi, je les reconnais tout de suite. C'est une source constante de conflits car elle devient une autre personne lorsqu'elle boit et je suis obligé de la confronter. Elle a déjà conduit en état d'ivresse et a eu quelques accrochages mineurs, certains avec les enfants dans la voiture. Pas encore de retrait de permis, mais je ne serais pas surpris si ça arrivait. Je n'ai jamais été un grand buveur, j'ai même arrêté complètement pour limiter la présence d'alcool à la maison. Mais elle achète du vin en cachette pour entretenir son addiction. Elle a aussi eu beaucoup de mal avec sa carrière. Pendant un temps, elle gagnait très bien sa vie, c'était même elle la principale source de revenus de notre foyer. Mais il y a eu de gros conflits dans son entreprise, elle a dû choisir un camp, ce qui l'a beaucoup affectée. Elle a tenté un nouveau départ avec les personnes qu'elle avait choisies, mais cela n'a pas marché. Elle s'est retrouvée sans emploi, et a tout de suite ressenti un complexe d'infériorité dans notre relation, même si je lui ai toujours dit que nous étions stables financièrement. Peu de temps après, il y a presque 2 ans, je suis rentré tard d'un voyage d'affaires pour la trouver effondrée, ivre morte sur le canapé. Elle était très prudente avec son téléphone à l'époque et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai regardé son téléphone et j'ai tout de suite trouvé une conversation très explicite avec un collègue à moi. Mes pires craintes se sont confirmées. Il se voyait pendant que j'étais en déplacement ou même quand j'étais simplement à la salle de sport. D'après les messages, ça durait depuis au moins 3 mois. J'ai pris des captures d'écran de tout ce que j'ai pu pour garder des preuves. Le pire, peut-être, c'est ce message où elle écrivait « Je ne sais pas ce que c'est, mais je crois que je l'aime ». Lui ne semblait pas partager ses sentiments. En tout cas, il ne lui a rien répondu dans ce sens. J'étais sous le choc. Je ne pouvais pas croire qu'elle ait pu faire ça. Contre toute logique, je l'ai réveillée et je l'ai confrontée. Elle était encore ivre, mais s'est effondrée en larmes. L'une de ses premières réactions a été de dire qu'elle m'avait surpris un soir en train de regarder du porno, puis qu'elle m'avait proposé de faire l'amour et que je l'avais repoussée. Ça l'aurait rendue mal dans sa peau, pas assez séduisante. Pourtant, notre vie sexuelle à l'époque me semblait assez normale pour un couple de notre âge. Oui, je regarde parfois du porno par ennui, mais ce n'est pas essentiel pour moi.
Elle le sait, d'ailleurs il nous est arrivé de regarder ensemble. Dans les jours qui ont suivi, une fois sobre, elle a affirmé qu'elle était perpétuellement ivre quand elle envoyait ses messages et qu'elle voyait cet homme. Je la crois parce qu'elle devient vraiment une autre personne quand elle boit. J'étais anéanti, mais j'ai décidé de rester. Je ne pouvais pas imaginer bouleverser toute notre vie. Nous avons 3 enfants, tous ados ou pré-ados à l'époque, et honnêtement, je suis persuadé qu'elle se serait suicidée si je l'avais quittée. Alors je suis resté, et puis c'est arrivé à nouveau. Il y a 4 mois, je suis rentré à la maison et elle était encore une fois ivre et inconsciente. Je n'avais plus aucune confiance, alors j'ai regardé son téléphone et là j'ai trouvé une autre conversation explicite avec un autre collègue. Cette fois, il y avait des photos, des vidéos et ils parlaient des moments qu'ils avaient partagés. J'ai gardé ça pour moi cette fois, mais j'ai appelé mes parents pour leur en parler. Ils m'ont écouté, soutenu, mais ne m'ont pas dit quoi faire. J'ai contacté une amie récemment divorcée pour lui demander les coordonnées d'un avocat. J'ai appelé, laissé un message, mais n'ai jamais été rappelé. En rentrant ce soir-là, j'ai demandé à ma femme combien d'hommes elle avait vus depuis le début de notre mariage. Elle a menti, bien sûr, et n'a parlé que du premier. Elle ignorait complètement que j'avais vu les messages de la veille. Elle était tellement ivre qu'elle ne s'en souvenait même pas. Alors je lui ai dit le nom de l'autre homme. Son visage s'est figé. Elle a compris que je savais. De nouveau des larmes. Elle m'a assuré qu'elle ne l'avait pas revu depuis des années, mais en réalité cette liaison datait d'avant la précédente. Ce n'était pas un coup d'un soir. Ils s'étaient vus plusieurs fois. Elle ne se souvenait même pas de tous les détails. Ce que j'avais trouvé, c'était une tentative de reprendre contact, encore une fois sous l'emprise de l'alcool. Il avait même demandé à venir chez nous, et elle avait répondu non parce que je rentrais à la maison, ce qui était vrai. Je me suis senti vide, envahi par une douleur froide et muette, un vertige de trahison. La confiance, elle n'existe plus. 0. Et le fait que cette liaison ait eu lieu avant la première découverte ne rendait rien plus supportable. Elle n'a dit la vérité que parce qu'elle ne pouvait plus faire autrement. Heureusement pour moi, sa version ivre d'elle-même n'est pas très douée pour couvrir ses traces. Écrire tout cela me donne l'impression que la solution est évidente. Je devrais divorcer. Et pourtant, je n'arrive pas à jeter tout ce qu'on a construit, ni ce que nous avons avec les enfants. Je ne pense pas qu'ils sachent ce qu'il se passe, à part l'alcool. Un divorce serait un tremblement de terre dans nos vies, et même si je voulais la garde exclusive pour protéger mes enfants, mon travail m'oblige encore à voyager. Je devrais trouver une toute autre voie professionnelle pour cela. Elle continue à boire, même si c'est un peu moins. Elle a commencé une thérapie pour me prouver qu'elle veut se soigner, gérer son traumatisme et son alcoolisme. Quand elle ne boit pas, c'est une femme attentionnée, une mère formidable, ma meilleure amie, mais dès qu'elle boit, elle devient méprisante, égocentrique, destructrice. En vérité, je ne lui fais plus confiance, et je ne pense pas pouvoir lui refaire confiance tant qu'elle boit, même un peu. Mais je veux essayer de tenir pour les enfants encore quelques années. Je pense que si l'avocate m'avait rappelé, je serais dans une toute autre situation aujourd'hui. Mais ce temps m'a aussi permis de réfléchir, de me poser et de penser à ce qui est le mieux pour moi et pour notre famille. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci. J'ai sans doute besoin de thérapie moi aussi, car je n'arrive pas à sortir ces images de ma tête. Je la revois avec ces autres hommes encore, et une partie de moi veut se venger, même si ces mecs n'ont sûrement agi que sous l'effet de leur bas-ventre. Je compte d'ailleurs informer leurs femmes, avec preuves à l'appui.
Ils ne s'en tireront pas comme ça. C'est tout pour le moment. Je ne sais même pas si j'ai besoin de conseils, j'avais juste besoin d'évacuer. Merci encore de m'avoir lu.